pessimiste. Je pense qu'on est trop pessimiste. Moi, je pense qu'il faut voir les choses de façon optimiste. C'est-à-dire qu'en 2020, on affrontait quelque chose de nouveau et on a montré que face à l'adversité, on était capable de résister et prendre des mesures collectives. C'est quand même très rare. À quel prix, William Tay ? Mais on a parlé de Benoît XVI. Il déplorait l'individualisme et l'étalisme de la société. C'est pour ça que moi, je disais qu'il était arrivé un peu trop tôt. Là, on voit que des personnes ont accepté de sacrifier leur propre liberté individuelle à des fins collectives. C'est pour ça que moi, je pense que la solidarité, le génie humain, en créant un vaccin aussi rapidement, a montré qu'on était capable de faire face à toutes les adversités lorsqu'on essaie de démontrer une intelligence collective. Et face à cette situation, on essaie de s'affoler. Mais quand on regarde les points... Non, on essaie de s'affoler pas du tout. Simplement, on se dit, tiens, est-ce que... On va prendre les points, justement, je vais prendre les points un par un. Donc, on est probablement en récession au niveau économique. Et le seul moyen de sortir de cette récession, c'est que le président chinois Xi Jinping change sa politique Covid pour ouvrir de nouveau son économie. Et donc, la Chine annonce une bonne nouvelle. Donc, sa première bonne nouvelle, quasiment pour l'année suivante. Le deuxième point, c'est que nous, Français et Européens, nous sommes protégés grâce aux mesures disciplines que nous avons prises collectivement. Donc, c'est-à-dire que ce sont les Chinois qui n'ont pas d'immunité collective et donc qui viendraient, on leur impose des mesures alors que c'est eux qui vont risquer de venir avec nous. Pourquoi vous souriez en même temps que vous nous dites ça ? Je sens le sarcasme. Non, mais moi je souris parce qu'en fait c'est eux qui prennent des risques et en plus ils vont nous apporter du pognon, ils vont payer pour prendre un risque chez nous. C'est parfait qu'ils viennent. Franchement, venez en France, voilà. Et je pense que beaucoup de commerçants pensent la même chose que moi. Et ensuite, après, dernier point, c'est que on a montré et on a dit pendant tout le patatras que l'Union européenne était fantastique et que les États membres ne servaient à rien. Et finalement, on a compris que ce qui était bon dans ces choses-là, c'était les États membres et que l'Union européenne ne faisait que suivre l'avis des dirigeants des États membres. Emmanuel Macron s'était érigé comme grand leader européen et il a vu les défaillances de l'Europe. Et moi, je pense que tous ces points sont de bon augure parce que ça permet de voir aux Français et aux Européens quelles sont les difficultés qu'on affronte, mais... Comme on est prévenu, il ne nous reste plus qu'à prendre les différentes bonnes mesures. Et je trouve que cette fois-ci, les pays ont réagi plutôt rapidement, de façon positive, tout en se protégeant, en attendant le bon équilibre entre la protection et le fait qu'on ne discrimine pas les Chinois pour ne pas les encourager à se refermer de nouveau. Donc moi, je trouve qu'on a pris une bonne décision. Il y a juste quelques bêtes perdues, mais c'est comme dans chaque classe. Il y a toujours des Bart Simpson au fond de la classe. Je retiens surtout que William Tay est positif, ce qui ne lui arrive pas si souvent sur nos plateaux. C'est vrai, vous êtes d'agir. Oui, moi je pense que la difficulté des Français... c'est que c'est un grand peuple qui est inventif, mais il est mal dirigé et mal conseillé. Il y a des corporations qui sont organisées sur un système de piraterie, comme ce qu'on a connu à l'époque de l'ère victorienne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas là pour créer des richesses, mais ils sont là pour voler et pour arnaquer le contribuable. Vous allez un peu fort, William. Non, je vais expliquer pourquoi. Non, mais je donne c'est toujours argumenté chez vous, d'accord. Okay. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce qu'en fait, quand ils proposent des mesures, que ce soit les différents grévistes, ce que moi j'appelle des putschistes, ils sont là, en fait, non pas pour proposer des solutions d'intérêt général, pour améliorer la qualité de service ou améliorer le quotidien de vie des Français, ils sont là pour leur bien-être personnel. Seulement, quand vous êtes en situation de crise, dans une période d'inflation, que tout le monde souffre généralement et que chacun se serre les coudes, est-ce que vous paraissez normal que ce soit toujours les mêmes, c'est-à-dire la classe moyenne, le grand dindon de la farce, qui se sacrifient davantage pour que des gens aillent mieux et des gens qui, principalement, vivent mieux que ceux qui paient, en fait, leur rémunération ? Parce que ce sont des gens qui, en fait, sont payés par l'État à partir du moment où ils réalisent des tests pour l'État français. Et donc, du coup, ils sont payés par le contribuable français. C'est pareil pour les médecins également, qui demandent une augmentation des honoraires de consultation de 25 à 50 €. Mais ils ont qu'à le demander l'augmentation sans contrepartie de leur remboursement. Ils affirment avoir suffisamment rogné sur leur marge précédemment et ne plus pouvoir le faire. Je vais expliquer mon raisonnement. C'est une question de sacrifice et de position dans la société. Ce sont des gens qui se mettent en grève alors que leur niveau de vie, leur niveau de marge de vie, leur revenu disponible et leur pouvoir d'achat est bien supérieur à ceux qui se sacrifient. Ceux qui se sacrifient en termes de décile de la population française, c'est ceux qui gagnent entre 1 500 et 3 000 € par mois. Ces gens gagnent plus que les gens qui payent leur facture à la fin. Et donc, du coup, est-ce que ça doit être les gens qui gagnent entre 1 500 et 3 000 € par mois qui se sacrifient ou est-ce que c'est les gens qui vivent plus confortablement mais ensuite, après, ils ont quelques peines de vie ? Moi, je pense qu'en période de crise, et je l'ai dit tout à l'heure, chacun a été démontré et chacun, ça révèle la nature de la personne. Je pense que le problème de la France, c'est qu'il y a une sorte de classe moyenne supérieure, une sorte d'élite. Au milieu, c'est pas l'élite la plus complète, mais c'est pas la classe moyenne non plus, qui est là pour plomber parce qu'en fait, ils se servent sur le dos des autres et je pense qu'il y en a marre de ces actes de piraterie. Et je pense que le sujet d'Emmanuel Macron, c'est qu'il doit arrêter de dire oui à tout le monde, parce que quand vous en avez un qui dit oui, chacun se met sur la liste de courses en pensant que c'est Noël tous les jours, mais à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paie, c'est le contribuable. Donc je pense qu'il faut dire stop, il faut traquer ces corporatistes et les mater le plus rapidement possible, parce que sinon, ils vont continuer à Ce qu'on sait surtout, c'est qu'évidemment, ça tombe mal dans un contexte difficile pour tout le monde, avec un hôpital surchargé. Mais pourquoi ça arrive à ce actuellement, je termine dessus. Parce que vous avez des gens qui ont fait grève
grève pendant les fêtes de Noël, auxquelles on a cédé, les cheminots de la SNCF, et chacun se dit, de toute façon, c'est la même chose. On va se pointer avec des drapeaux en bas de l'Élysée, et Macron cédera. Donc si vous cédez sur le premier, c'est terminé. Moi, je pense qu'il faut mater tout le monde. Il faut dire, les Français se sacrifient, regardez votre situation, regardez les gens qui paient. Il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles que vous. On l'a vu pendant le Covid, il y avait des caissières, des infirmières, etc., qui risquaient le Covid et qui, eux, n'ont rien dit. S'il y a des gens qui doivent mériter une augmentation, c'est les travailleurs en première ligne, et je pense que c'est eux. Alors, sachez qu'à l'occasion de la... Ah, une réaction. Oui. William Tay. Non, moi, je trouve que ce qu'il dit est vraiment intéressant parce que normalement, souvent, c'est là où il a vraiment un point particulier. C'est que souvent, quand vous avez un chef d'église ou un chef religieux, il est là pour prêcher pour sa propre paroisse. Et moi, je trouve que ce qu'il dit là est vraiment intéressant parce qu'il prend du recul et il prend de la hauteur en disant cela. Il est vraiment important de séparer politique et religieux. Et je pense que c'est là où il y a un point fort de la laïcité. C'est pas vraiment la question de la séparation, ou mettre à bas une communauté envers une autre ou une religion envers une autre. Mais je pense que c'est une question de modèle. À partir du moment où vous mélangez les deux, vous séparez ce qui est même l'essence de la religion dans un sens. Vous pouvez ne pas croire en Dieu, c'est possible. Et par contre, quand vous êtes décideur public ou vous conseillez des décideurs publics, vous devez comprendre l'importance des religions en termes de structuration d'une société. Parce que lorsque vous n'avez plus d'autorité, vous avez une perte du sacré, et ce que j'évoquais tout à l'heure dans la question du désenchantement du monde, quel est le dernier repère et quel est le dernier refuge qui reste à la personne, aux croyants, éventuellement aux non-croyants, hormis la spiritualité et la croyance d'un monde meilleur, quel qu'il soit, et dans quel monde quel qu'il soit. Et je pense que c'est là le point essentiel. Et à partir du moment où vous perdez ce type de repère, vous avez une société qui dérive et qui n'a plus en fait de sens. Et je pense que c'est là ce qu'on assiste actuellement. Et c'est pour ça que moi je trouve que Benoît XVI, mais Jonathan m'a corrigé dessus et je trouve que sa remarque est meilleure, c'est je pense pas que Benoît XVI finalement est arrivé trop tôt, mais je pense qu'en fait l'époque n'était pas prête à accepter Benoît XVI. Et c'était ça l'élément essentiel. C'est qu'en fait il était arrivé beaucoup trop tôt, il était une sorte d'avant-gardiste, parce qu'il était utile dans la période actuelle, avec toutes les questions qu'on s'est posées sur la question de la quête de sens, le retour du fait religieux. Il est là pour éclairer, et je suis d'accord avec les commentaires qui ont été dit précédemment, moi je ne suis pas croyant, mais je pense qu'il apporte une réflexion profonde sur ce que c'est l'avenir des religions en termes de structuration de la société avec, on le voit dans les sociétés occidentales, un retour du fait religieux important, notamment marqué dans un monde de crise. Alors, on preuve au début de cette émission, William Tay, êtes-vous aussi optimiste concernant les vœux du chef de l'État ? Je pense qu'il a un exercice, il a deux points compliqués, Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, il doit dire aux Français que la situation française en situation comparative est pas si mauvaise que ça par rapport aux autres pays européens, alors que les Français ont des fins de mois qui sont difficiles. Et cet exercice est toujours compliqué parce qu'en fait, les gens vont se dire, oui, certes, c'est la fameuse phrase, quand on se regarde dans un miroir, on se désole, et puis quand on se compare, on se rassure. Mais je pense que c'est le point. C'est-à-dire qu'en fait, il doit expliquer aux Français qu'on n'est pas si mauvais que ça, et pourtant, les Français, en très grande majorité, ont l'impression de fournir des efforts de plus en plus importants. Est-ce qu'il porte encore cet argument qu'on nous a servi pour plein de sujets ? Regardez ailleurs, c'est pire, on se sent pas si mal. Est-ce que les Français l'entendent encore ? Je pense que ça marche en partie. Non pas sur les Français en globalité, mais sur 35 à 45% des Français. Ça marche en partie parce qu'on a quand même une société où l'enseignement supérieur a atteint un niveau record. On a un niveau de bac très important, même si on peut déplorer à certains points sur le niveau du bac. Mais en tout cas, on a une société qui est plutôt éduquée. Est-ce que les Français sont capables de l'accepter ? Oui, et de comprendre son constat. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont créditer le président de la République de l'amélioration de leur sort personnelle ? Ça, c'est toute une autre question. Et après, moi, je pense qu'il y a un deuxième enjeu qui est très important pour Emmanuel Macron, c'est que c'est les premiers vœux de son deuxième quinquennat. Et c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que la question que doit se poser Emmanuel Macron, c'est quelle place il va laisser dans l'histoire de France. Sur son avenir personnel et sur la scène politique, il a marqué l'histoire politique dans la mesure où c'est le seul président, avec le général de Gaulle, à se faire réélire hors période de cohabitation. Et donc, du coup, c'est un exploit politique. Le fait qu'il soit le président le plus jeune depuis Napoléon, etc., joue pour lui. Seulement, la place qu'il laisse au niveau personnel, c'est peut-être très bien pour les journalistes politiques et pour ceux qui écrivent des revues d'histoire parlementaire et politique. Je pense que c'est très intéressant. Mais est-ce que les Français, lorsqu'on va penser à Emmanuel Macron, alors que tout à l'heure on a commémoré Benoît XVI, est-ce qu'on aura des a priori négatifs ou positifs sur son quinquennat ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a laissé une trace dans l'histoire de France ? Est-ce qu'il a laissé la situation d'un pays en meilleure situation au moment il laisse le pouvoir qu'au moment où il le prend. Et c'est toutes ces questions qu'il doit se poser. Et je pense qu'il y a un dernier point, c'est le point le plus important pour lui, c'est la place qu'il va laisser dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que normalement, un président de la République, et on n'a pas. Il a encore quelques années pour. Je vais faire la transition sur les deux sujets. C'est-à-dire que la France, c'est l'héritière et la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire qu'on a un message universel à transmettre,
qu'on a arrêté à partir du moment où on s'est séparé de l'Église catholique et on l'a remplacé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc la France a toujours une vocation universelle à transmettre au monde. Et aujourd'hui, dans la France d'Emmanuel Macron, qui se voulait libérale, progressive et européenne, quel message il va laisser au monde, à l'Europe? Quelle est la place de la, quelle est la place de la France dans le monde? C'est un peu égratigné. Non, mais quelle est la vision, du monde géopolitique que veut instaurer Emmanuel Macron dans l'équilibre des forces, qui est marqué par un conflit entre la Chine et les États-Unis et par la guerre en Ukraine? Et comme il a commencé à constituer une architecture de sécurité collective au niveau européen et qu'il a été rejeté par ses collègues européens, qu'est-ce qui reste de la vision macroniste pour les temps à venir? On a vu que Benoît XVI, pour ceux qui s'étaient croyants, avait laissé une trace pour la communauté catholique. Et la question que doit se poser Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il laissera une trace pour les Français et pour les Européens? Jonathan Sicsou, est-ce que vous voyez